Remercier l'ISTO, la DRETS et l'Université de Rennes, qui, entre parenthèses, a une bonne réputation sur le plan national, de m'avoir invité pour cette manifestation qui est très riche par son programme et de grande qualité par ses intervenants. 10 minutes, c'est difficile pour quelqu'un qui a défendu le droit d'expression, mais je vais essayer de faire le mieux possible. D'abord, j'ai été enseignant pendant 15 ans et je suis toujours très heureux de me retrouver dans un amphi et ça me permet de garder un certain esprit d'ouverture et d'actualité. Je n'avais pas prévu d'être au gouvernement. J'ai été maire de Roanne pendant 24 ans, j'ai été député et mon bonheur était tout à fait satisfaisant lorsque le président de la République m'a demandé d'être ministre du Travail. J'avais 38 ans et peu connu sur le plan médiatique et donc je lui ai fait observer que j'étais très honoré de cette proposition, mais après 23 ans de gouvernement conservateur, je peux vous dire que la pression sociale était forte. Et je lui ai dit surtout, Président, on a prévu de réformer le Code du travail, donc d'en faire de nouvelles législations, et je ne suis pas juriste. Et là, je vais faire de la peine à beaucoup de monde ici. Il m'a dit, justement, je ne veux pas un juriste. Vous êtes maire d'une ville ouvrière, vous connaissez vos partenaires sociaux, la vie, le vécu du monde du travail, et vous trouverez des juristes pour vous aider, entre autres Martine Aubry, mais je vous fais confiance sur ce plan-là. Ça me rappelle la parole de Léon Blum, qui a dit « Ma décision est prise, faites venir les juristes ». Donc c'est quelque chose qui permet de relativiser la forme. Donc 81, je prends ce ministère, un peu à la surprise du général, et c'était une année très riche. D'abord, je le rappelle quand même, parce que c'est un peu dans l'air du temps, que nous avons, avec Jacques Delors, qui était ministre de l'économie, augmenté de 10% le SMIC, avec 50% d'effet sur les charges sociales. Je rappelle également qu'au mois d'août, nous avions fait voter une loi d'amnistie, notamment parce que il y avait eu quelques turbulences salariales ici ou là, et c'était aussi une façon de montrer que les temps avaient changé. Et puis donc, en octobre, le 8 octobre 81, j'ai rendu public le rapport sur les nouveaux droits des travailleurs, qui avait l'ensemble des réformes que je proposais. Alors évidemment, je n'ai pas inventé tout cela. Il y avait eu les 110 propositions de Mitterrand. Il y avait un peu, j'ai quand même regardé à nouveau le programme commun. Je me suis servi du volet social du Conseil national de la résistance, il ne faut pas l'oublier, qui était une structure qui était pluraliste sur le plan politique. Et puis surtout, les partenaires sociaux. Enfin, ceux qui voulaient jouer le jeu, du côté CNPF, c'était plus limité, puisqu'on parlait des chars sur les Champs-Élysées et on parlait des soviets dans les entreprises. Monsieur Chotard, peut-être pas beaucoup de gars. Mais avec les autres partenaires sociaux, je dis que c'était pratiquement une coproduction législative que nous avons faite. Avec les syndicalistes, alors il y avait 5 syndicats à l'époque, puisque c'était la fameuse présomption de... Maintenant, il y en a plus. Il n'y avait pas l'UNSA, il n'y avait pas Sud, et j'avais donc Krasuki pour la CGT, Edmond Maire pour la CFDT, Bergeron pour FO, Bornard pour la CFTC, Markelly pour les cadres, etc. Donc j'avais quand même des gens qui étaient solides. Et donc, dans mon rapport, très rapidement, il y avait 4 orientations. D'abord, avec l'audace de la jeunesse et les résultats des élections, j'ai proposé la co-gestion ou la co-détermination, j'ai ajouté à la française. Personne n'en a voulu, je ne parle pas du CNPF. Du côté de la CGT, c'était plutôt la loi qui devait tout organiser. Du côté de FO, c'était, excusez-moi, je vais être un peu rapide, c'était le grain à moudre, c'est-à-dire que l'intérêt pour les salariés et pas le grand soir. CFTC, c'était à peu près la même chose. Les cadres,
souhaitaient qu'on garde le statut de cadre, l'orchestre de cadre, etc. C'était une spécialité française, l'encadrement. Et donc, Edmond Maire, je lui ai dit, peut-être qu'on pourrait... il m'a dit, on a essayé l'autogestion, ça n'a pas été facile, il faut laisser le temps. Et donc, j'ai essayé de mettre le plus possible de démocratie dans la vie entreprise, parce que le pouvoir économique, c'est celui qui est le moins partagé en France. Et donc, il y a les 4 volets. Un, c'était la reconstitution de la collectivité de travail. Je suis convaincu, et encore plus aujourd'hui qu'hier, qu'une entreprise, c'est un tout de gens qui partagent le même projet économique et social ou technologique. Et je souhaitais que cette reconstitution de la collectivité de travail qui commençait déjà à s'effilocher. Ensuite, renforcer les droits individuels. Alors, c'est bien sûr le droit d'expression, c'était aussi le droit disciplinaire, enfin, disons, le contrôle des règlements intérieurs. Le droit disciplinaire, on n'a pas fait que des compliments à gauche. On me dit, c'est pas possible, un ministre de gauche qui parle de la discipline. Bon, en fait, ça dépend comment les choses sont faites. Et donc, c'est surtout le contrôle du règlement intérieur, c'était pour moi la citoyenneté dans l'entreprise sur l'intérieur. Ensuite, renforcer les droits collectifs, c'est-à-dire, alors, protéger davantage les organisations syndicales, les délégués du personnel, et puis d'autres délégués de site, et puis également, bien sûr, les comités d'entreprise. Pour moi, c'était le registre à vocation économique, et puis plus tard, le CHSCT à vocation sociale, les conditions de travail. À ce sujet, je rappelle que la première loi, et puis j'ai oublié de finir, développer le 4e volet, c'est développer la politique contractuelle. Il y a plus de droits individuels, plus de droits collectifs, donc il y a désormais un paysage plus favorable au développement de la politique contractuelle, avec notamment la NAO, mais aussi le développement des conventions collectives, avec un principe de faveur qui est beaucoup moins en faveur aujourd'hui, si j'ose dire. Alors, donc, les choses se sont engagées, les débats ont été très longs, l'opposition était vraiment très musclée contre moi, si bien que, puis beaucoup d'autres ministres avaient des réformes à proposer, si bien que j'ai été obligé d'étaler dans le temps. La première fois sur le droit individuel, non pas la nuit, mais le matin du 4 août, et puis le dernier texte, ça a été le CHSCT, parce que vraiment, malgré le soutien de Moreau et de Mitterrand, j'avais des collègues ministres qui avaient des réformes en instance et qui n'arrivaient plus à trouver des passages à l'ordre du jour. Donc, j'ai attendu, mais comme me disaient les syndicalistes, c'était notre cadeau de Noël, le CHSCT. Bon, avec l'idée, il y avait des CHS avant, qui étaient surtout hygiénistes et sécuritaires. Le CT, c'était l'amélioration des conditions de travail. On passait d'un système passif à un système actif. Et donc, à 82, on a décliné tout ça. Alors, je rappelle rapidement les emplois d'initiative locale. Ça me rappelle aujourd'hui, on parle des zones à taux zéro, de chômage à taux zéro. C'est un petit peu un écho lointain. Les contrats de solidarité. Un ancien qui partait, un jeune qui rentrait. Oubliez ça aussi. Et puis, alors, troisième ordonnance, parce que c'est je ne suis pas un fanatique des ordonnances. Je sais bien qu'il y a une loi d'habilitation, mais il faut être honnête. L'exécutif est très à l'aise avec des lois d'habilitation, mais c'est là quand même qu'il y a eu quelque chose d'important, la réduction du temps de travail. 39 heures payées 40, décidé sous la houlette de Mitterrand en séance, contre l'avis de Delors d'ailleurs. 39 heures payées 40, c'était la réduction du temps de travail sur la semaine. La 5e semaine de congé payé généralisé, c'est la réduction du travail sur l'année. Et puis feu la retraite à 60 ans, qui était la réduction du temps de travail sur la vie active. On avait aussi une ordonnance sur la limitation du recours à l'intérim, qui était très en vogue à l'époque déjà, mais qui était limitée au remplacement et au renforcement, mais pas autre chose. Si bien qu'à partir de là, nous sommes arrivés le 13 juin, le 13 mai, pardon, il y a eu le vote de l'ensemble des lois, avec 4 moments.
Le 4 août, donc je l'ai dit, c'est la liberté des travailleurs et l'expression du droit, l'expression directe dans l'entreprise. Le 28 octobre, le développement des institutions représentatives. Le 13 novembre, la négociation collective et la NAO. Et le 23 décembre, le CHSCT. Voilà donc tout un ensemble cohérent qui est passé assez laborieusement à l'Assemblée. Le Sénat a fait l'impasse, a dit qu'il n'y avait pas lieu de délibérer, donc on a gagné du temps. Et ce que Mitterrand m'avait demandé, il me dit, quand on fait des réformes, il faut les faire dans les 12 ou les 18 premiers mois, sinon on ne les fait plus. Et c'est vrai que après, la dynamique, et puis d'autres problèmes sont arrivés, notamment il y a eu la fameuse crête des 2 millions de chômeurs, qui n'a pas rendu les choses très faciles. Donc voilà le projet qui a été fait. Pour mémoire, après 83, Mitterrand, les choses devenaient un peu difficiles, en rigueur, etc., m'a demandé de m'occuper de l'énergie, et notamment de gérer le dossier du charbon, du charbonnage. Alors, président Valmont, communiste parisien, et à Saint-Étienne, où j'avais des mines, 2 députés socialistes, 2 députés communistes, et le maire de Saint-Étienne, Sangodols, communiste, secrétaire de la CGT des mineurs. Il y a eu un rapport de confiance entre nous, puisque à 4 h du matin, la préfecture accepté qu'on engage la fermeture des mines de Saint-Étienne, et ça s'est après enchaîné. J'ai eu ce travail. Mitterrand m'avait dit, vous avez fait des lois sociales, faites des travaux pratiques. Et j'avoue que je rends hommage à ce courage. Il est vrai qu'à Saint-Étienne, en tout cas, le charbon s'épuisait. On n'avait plus de Polonais pour venir, même pas de Marocains, et ce n'est pas les fils de mineurs qui voulaient descendre. Donc il y avait aussi une réalité humaine, en plus de la réalité économique. Les charbons étaient 20 fois plus chers chez nous que dans les mines à ciel ouvert. Mais ça m'a donné l'occasion de dire, déjà on avait eu ce souci, sinon de l'environnement, mais ça me rappelle quelque chose. C'est que si les programmes écologiques veulent qu'on supprime un certain nombre de choses, je demande instamment, il faut que les salariés qu'on va mettre de côté soient considérés et traités de façon exceptionnelle, parce que, et comme me disaient les mineurs, ils me disent, tu sais, la richesse de la France, c'est nous qui l'avons faite. Hein, qui avons fait marcher l'économie, etc. Maintenant, on ne nous jette pas sans autre formalité que celle d'un vague. On l'a fait. On l'a fait parce que les mineurs, j'ai découvert, c'est pas simplement un métier, c'est une culture, c'est une histoire. Et c'est aussi un bâti, des logements. On a fait ce qu'il fallait, et j'avoue que de ce côté-là, c'est un message que je passe, y compris aux gens que je rencontre qui ont des projets de transformation sociale, de transformation économique et de transformation technologique, qu'on prenne en compte la situation, le vécu des hommes qui ont été parfois, parce que c'était le contexte du moment, l'histoire et les priorités, méritent d'être considérés autant qu'il faut. Alors, maintenant, comme j'ai peu de temps et que je vais laisser parler peut-être, bien sûr, mes collègues et puis éventuellement la salle, quel est l'état des lieux aujourd'hui tel que je peux l'analyser? Alors, d'abord, sur la collectivité de travail, je dois dire que c'est la grande secousse, là, hein, parce qu'avec les plateformes numériques qui se sont développées, les ubérisations diverses et variées, c'est quelque chose qui a déconstruit les collectivités de travail. Alors, d'abord pour ceux qui sont dedans, mais pour ceux qui veulent entrer dans une entreprise, ils restent marginaux, y compris avec le télétravail. Vous ne formez pas un alternant en faisant venir dans votre cuisine et au milieu des gamins. C'est quelque chose qui est important, parce que si on veut passer des relais, il faut aussi qu'il y ait des conditions. Donc là, c'est une grande difficulté qui nuit aussi au développement syndical.
parce que si les gens ont peu de temps pour se retrouver, pour discuter, pour échanger, c'est une préoccupation qui n'est pas négligeable dans un monde où on a besoin du dialogue social. Et pour avoir du dialogue social, il faut des partenaires de chaque côté qui se voient, qui se connaissent, qui se parlent et qui construisent ensemble un certain nombre de choses. Sur les droits individuels, notamment le droit d'expression, c'est une déception. Moi, j'avais pensé que l'entreprise ne pouvait pas être le lieu du bruit des machines et du silence des hommes. Ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi? Parfois, dans certaines entreprises, les organisations syndicales n'étaient pas enthousiastes. On disait, c'est nous qui organisons, etc. L'encadrement, notamment l'encadrement de proximité, disait, c'est nous qui allons payer les pots cassés, c'est nous qui allons nous faire secouer par les critiques. Le patronat, souvent, dit, c'est du temps perdu, de poser l'outil pendant ce temps-là. Et puis, il y avait d'autres choses sur le plan plus humain. Moi, je suis toujours très attentif à ces questions-là. C'est des salariés qui disaient, tu comprends, nous, on n'a pas fait beaucoup d'études, alors on ne sait pas parler en public. Et s'il faut s'exprimer, on va peut-être se faire moquer de nous, on ne trouvera pas les mots, etc. J'avais même lu quelque part, il m'expliquait dans une tribu africaine, il y a du droit d'expression sous le baobab, mais la nuit, pour qu'on ne reconnaisse pas l'intervenant. Alors, ce n'est pas notre cas aujourd'hui, mais donc, pour moi, c'est une difficulté. Je serais tenté de dire que ces contacts, ces échanges qu'on ne sait plus avoir dans les entreprises, est-ce qu'on ne les aurait pas retrouvés sur les ronds-points, par exemple? Mais parce que l'homme a besoin d'échanger avec d'autres. Donc là, c'est sur les institutions représentatives. Alors, là, il y a beaucoup de choses. J'avais essayé de développer les organisations, enfin, de protéger le plus possible les représentants des salariés. Les organisations syndicales, il y en avait 5 à l'époque. Maintenant, il y a l'UNSA, il y a SUD, et puis l'autre, peut-être d'autres encore. Donc, il y a une certaine dispersion qui n'est pas compensée par une adhésion massive de nouveaux adhérents. C'est d'ailleurs ma déception, parce que je pensais qu'avec ce qu'on avait fait, les choses allaient se développer. Et j'avoue aussi, parce que j'en ai souvent parlé, que aussi bien les universitaires, les profs, les formateurs que les salariés, ils ont beaucoup souffert pour actualiser les connaissances de 30% de nouveau du Code du travail. Ils m'ont dit que c'était pas évident. Alors, et puis il y a aussi une certaine individualisation de sa carrière, etc. Bon, c'est pas ça qui fait des conventions collectives. Bon, il y a eu quand même des conventions collectives, des initiatives qui sont passées avec des amis, des choses comme ça. Donc, tout n'est pas en panne, mais ça m'amène à parler de la politique contractuelle aujourd'hui. Alors, comme je le dis, il y a quelques avis qui sont intéressants, il y a des discussions, mais il y a eu aussi des dispositions concernant le recentrage de la négociation dans l'entreprise. Et là, je veux dire que, autant je peux comprendre des salariés qui cherchent à sauvegarder leur entreprise, leur travail, mais c'est vrai que dans certains cas, on s'assoit sur des conventions collectives et on a des négociations à minima. Et ça, je veux dire que ça n'est pas très encourageant. Et j'avoue que de ce côté-là, la politique contractuelle n'est pas à la hauteur de ce que je pouvais espérer. Alors, certains m'ont dit il fallait être moins précis dans les lois, comme ça obligeait les gens à le faire. Ce n'est pas tout à fait ma philosophie. Je rappelle que dans les lois, il y avait, comme diraient les rugbymen, c'était les fondamentaux. Mais après, il y avait des déclinaisons par métier, par profession, par secteur. Et j'ai un souvenir amer, en juillet 81, Mitterrand m'emmène au sommet européen. Je fais quand même quelques sommets européens. Et j'avais préparé un rapport, un mémoire plutôt, sur l'espace social européen. J'avais la faiblesse de penser qu'on pourrait peut-être un jour aller vers des convergences sociales et des convergences fiscales. Je dois dire que j'ai replié très vite mon mémoire
et je ne crois pas qu'il ait été réouvert par d'autres depuis au niveau de l'Europe. À noter cependant que dans certains cas conflictuels, la Cour européenne de justice a donné des avis favorables au monde du travail. Mais c'était quand même assez bas. Et puis, le dernier point, sur les CHSCT, qui était avec le comité d'entreprise qui avait ce 0,2%, le droit d'alerte, il y avait le droit de retrait, il y avait des financements qui permettaient de faire des études justement pour alimenter le droit d'alerte. Bon, il y avait quand même de la substance. CHSCT, je n'ai pas pu faire voter les participations financières. Là, du côté patronal, j'avais déjà assez donné. Donc, bon, c'est bien qu'il y a eu quelquefois des possibilités avec les LCE. Et alors, CHSCT, d'une certaine manière, il a disparu du paysage, puisque c'est devenu une commission interne qui parfois fait du travail, mais surtout qui n'a plus la personnalité juridique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester en justice, ce qui avait été fait dans certains cas, justement comparé va contre la STECMA, excusez du peu. Et là, on les a vraiment minorés, et c'est d'autant plus décevant qu'après, au bout de 30 ans, début des syndicalistes vont dire, écoute, CHSCT, on va envoyer nos seconds couteaux. À la fin, vous avez des syndicalistes qui me disaient, je préférais être en CHSCT qu'au CE. Et en effet, ces gens qui vivaient, qui connaissaient le vécu de l'entreprise, étaient devenus très performants, ils s'étaient formés et qui apportaient, quitte à ce que de temps en temps il y a des bureaux d'études qui donnent un coup de main, apportaient quelque chose de très positif. Et là, on a cassé une dynamique et ça, je le regrette beaucoup. Alors, voilà, donc aujourd'hui, j'ai une vision quand même un peu négative de l'évolution, puisque bon, depuis les ordonnances Pénicaud-Macron, bon, les choses, il y a eu quelques agressions déjà plus ou moins, mais je dois dire que là, cette fois-ci, on entre dans un autre paysage social qui est compliqué par le tsunami numérique qui change tout partout, par les évolutions technologiques qui font qu'un métier d'aujourd'hui, et ça des fois plus rien à voir avec le métier de demain, qui oblige des conversions, des formations, et l'autre approche d'un certain nombre de choses, et puis c'est la globalisation, qui n'est pas une coopération internationale bienveillante, mais c'est une concurrence de plus en plus brutale, dans laquelle, comme à l'époque féodale, on prenait le fief et les manants. Aujourd'hui, on absorbe l'entreprise avec les salariés au détriment des hommes et des territoires. Donc je pense que, je ne sais pas, je précise bien, je ne suis pas candidat au présidentiel, je garde ma liberté, par contre je continue, parce que je m'occupe du comité d'entreprise, je continue à garder la fibre du monde du travail, parce que c'est quelque chose d'important, et c'est pour ça que lorsque des institutions comme la vôtre essaient de réfléchir sur des sujets très variés, que j'ai vu, peut-être pas rester jusqu'au bout, mais en tout cas, qui sont très intéressants, qui permettent de voir comment le monde du travail, il faut d'abord en analyser la réalité et puis voir comment on peut faire bouger les choses avec à la fois le registre politique et parfois législatif et le registre contractuel, pour moi, qui est quand même très important. Voilà, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, probablement, c'est toujours comme ça. Donc, je vous demande l'indulgence, et quand je suis en retard quelque part, je rappelle que l'exactitude et la politesse des rois, et comme je suis républicain, je m'en dispense. Merci. Alors merci beaucoup, merci donc Stéphanie pour l'invitation, merci à toute l'équipe, à l'Association française du droit du travail de Bretagne Pays de Loire pour avoir appuyé l'organisation de cette rencontre. C'est un plaisir d'autant plus fort pour moi que j'ai eu la chance il y a quelques années de travailler à l'Institut des sciences sociales et du travail de l'Ouest
Donc c'est un peu un retour et c'est très agréable. Alors le sujet qui m'a été donné, c'est 40 ans de normes internationales du travail, et pareil, 10 minutes pour 40 ans de normes internationales du travail. Alors, l'Organisation internationale du travail, il y a 40 ans, quand on regarde la littérature qui est publiée dans les années 70 et on déborde sur les années 80, il y a des thèmes qui ressortent. Les thèmes principaux, c'est la décolonisation, la transformation de la société internationale. Il y a de nouveaux États, de nouvelles économies, ce qui évidemment impacte les organisations internationales, leur équilibre politique. Ça se prolongera dans les années 80 à l'est de l'Europe avec le mouvement qui aboutira à la chute du mur de Berlin. Donc une transformation profonde de la société internationale. La deuxième chose, c'est l'apparition de nouveaux acteurs, des sociétés, des entreprises multinationales et en matière économique, et moi je ne suis pas économiste, des doctrines qui sont des doctrines qui mettent en cause le rôle de l'État, de la loi, dans tout ce qui concerne la mise en œuvre des protections des travailleurs, en tout cas ce que l'on appelle le droit du travail, mais plus largement le droit du travail et protection sociale. Du point de vue de l'OIT, et dans cette littérature que l'OIT produit dans ces années-là, en fait, il y a deux éléments qui ressortent. C'est que les normes internationales du travail que cette organisation adopte sont principalement fondées sur un modèle de salariat industriel qui correspond aux pays d'Europe du Nord. Et donc, il y a une grande inquiétude sur la capacité de ces normes à répondre aux besoins de ces nouveaux États du Sud. La deuxième chose, c'est que les normes internationales du travail, pour être mises en œuvre, elles ont besoin de la loi. Elles ont besoin de la réglementation au niveau national. Et si cela est remis en question, ce rôle de la loi, des règlements internationaux, ça risque de les priver d'effet. Alors, l'Organisation internationale du travail essaye de réfléchir à comment réagir à cela, mais elle va se heurter à des tensions internes. Elle va bien essayer de réformer son fonctionnement pour donner plus de place aux États du Sud, mais les réformes constitutionnelles auront énormément de mal à entrer en vigueur. Et puis, se loge au sein de l'OIT une tension très forte entre les pays du Sud qui disent « mais ces normes internationales du travail adoptées depuis 1919, ce sont des outils de protectionnisme, c'est imposer aux États du Sud vos standards ». Et à côté de ça, l'OIT a beaucoup de mal à se penser comme une agence de développement, alors que les Nations Unies, elles, basculent dans une vraie logique d'assistance au développement des nouveaux États. Donc on a affaire à une organisation qui a beaucoup de mal à cette époque-là à savoir exactement comment réaliser son mandat dans ce nouveau contexte. Il va y avoir deux périodes que l'on peut identifier, que la littérature a identifiées. La première période, elle s'étend du milieu des années 70 à 1995. Milieu des années 70, ce sont des réunions des statisticiens du travail à l'OIT qui vont s'intéresser au secteur informel, essayer de caractériser ce qu'on appelle le secteur informel, principalement dans les pays du Sud, et 1995, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Dans cette première période, ce que l'on peut dire, et je vais essayer de passer vite sur cette première période, c'est que l'OIT est dans une démarche qui est une démarche de défense de son mandat. Elle considère qu'on lui a confié au sein des Nations Unies la question du travail, c'est elle qui est légitime pour le faire, parce qu'elle a l'expérience, parce qu'elle fonctionne de manière tripartite. Il n'y a pas que des gouvernements qui siègent à l'OIT, il y a aussi les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs. Et donc, dès lors que l'on parle de travail au niveau international, c'est à elle de s'exprimer. Et elle va aller plus loin, elle va dire, non seulement c'est au sein de l'OIT, mais c'est sa vision qui doit s'imposer. Et sa vision du travail, ce sont les normes internationales du travail. Et elle va vraiment être dans une démarche s'arc-bouter contre les ingérences de tous les nouveaux acteurs qui prétendent traiter du travail au niveau international. Ces nouveaux acteurs financiers, la Banque mondiale, etc., qui développent des projets dans un certain nombre d'États pour essayer de développer de l'assistance auprès de ces États et qui s'intéressent aux questions de travail, mais avec des visions complètement différentes de celles de l'OIT. On parle tous de travail, mais on ne le pense pas du tout de la même manière. Et donc l'OIT va être dans une démarche un peu de défense de son acquis, de son patrimoine. Ça va s'incarner autour d'un débat sur la clause sociale dans les accords commerciaux internationaux. C'est un mécanisme qui existe encore, qui n'a jamais été aussi important aujourd'hui que par le passé. Mais dans les années 80-90, elle va essayer d'imposer dans ces accords internationaux le principe d'une clause sociale. Le problème très technique, c'est de savoir, mais cette conditionnalité sociale dans les accords de commerce internationaux,
elle fait référence à quoi? Est-ce que c'est aux normes internationales du travail, aux conventions de l'OIT? Qu'est-ce qu'on met comme élément de fond, de substance, au titre de la conditionnalité sociale? Et clairement, à l'époque, s'il n'y a pas de consensus là-dessus, ça va échouer. Le bilan, c'est que l'OIT, dans cette première période, jusqu'au début des années 90, sa stratégie conduit à l'isoler du reste des Nations Unies, à l'isoler d'un certain nombre d'acteurs nouveaux, pertinents en matière de travail. La deuxième époque, elle commence en 1995, avec un sommet mondial pour le développement social à Copenhague, et un rapport du directeur général de l'époque qui va être présenté à la conférence internationale du travail. Et là, il y a un changement complet d'optique. La volonté là, de l'OIT, c'est de devenir un acteur d'influence qui acte du fait qu'elle existe dans un système appelé multilatéral. Multilatéral, c'est qu'elle n'est pas seule au monde. L'OIT, elle existe avec d'autres organisations internationales qui, dans le monde, développent des activités, des projets qui, à un moment donné, traitent du travail. Son objet, à partir de là, c'est de devenir un acteur qui influence l'ensemble des autres acteurs. Donc, elle n'est plus dans la défense de soi, mais vraiment plutôt dans une logique de communication. Communication sur son travail, faire comprendre, faire connaître et convaincre de l'utilité de son expérience en matière de travail. Alors, cette stratégie, elle a été actée de manière très forte dans la récente déclaration du centenaire de l'OIT sur l'avenir du travail, adoptée en 2019. On la trouve dans la partie 4, qui traite des normes internationales du travail. Et dans cette partie 4, clairement, il est marqué que l'OIT doit jouer un rôle important au sein du système multilatéral à travers ces normes internationales du travail. En 1995, qu'est-ce qu'on lui confie au sommet mondial de Copenhague? On lui confie le rôle de dégager des droits sociaux fondamentaux. C'est-à-dire de s'éloigner un petit peu de sa vision de ces normes internationales du travail, ces conventions internationales, et plutôt de se concentrer sur l'affirmation de droits fondamentaux au travail, de droits de l'homme au travail, et de promouvoir ces droits fondamentaux, ces droits de l'homme au travail. Alors, on a présenté en 1995 cela de manière très positive, en disant que c'est un nouveau mandat, ça l'enrichit dans son travail. Les historiens qui travaillent sur ça sont plus mesurés, puisqu'ils disent qu'en réalité, elle n'avait pas le choix. C'est-à-dire que si elle ne rentrait pas dans ce projet-là, il y avait de grandes chances qu'elle se déconnecte complètement, et on aurait pu se poser la question, enfin, à part avoir un building à Genève, est-ce qu'elle aurait encore un avenir aujourd'hui? Voilà. Donc c'était une période qui était une période très très complète. Alors dans cette période-là, on a continué, 70-95, à adopter des conventions internationales du travail, des recommandations internationales du travail, mais qui ont été dans l'ensemble qui sont moins nombreuses et assez différentes. Alors, un mot sur, donc dans cette période 95 à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate comme évolution importante? Parce que c'est vraiment la période de référence, celle qui nous intéresse et dans laquelle on se situe encore. Premier élément que l'on peut constater, c'est qu'il y a un changement de façon de procéder du point de vue des normes internationales du travail. Il y a 400 instruments que l'OIT a adoptés, près de 400 normes internationales du travail. La volonté, c'est de les hiérarchiser et de partir du principe qu'il y en a qui sont prioritaires par rapport à d'autres. C'est vraiment la référence aux droits fondamentaux au travail, aux droits de l'homme au travail qui se dégage par rapport à cela, avec une déclaration en 1998 qui a dégagé 4 grands principes fondamentaux au travail, liberté syndicale, négociation collective, travail forcé, travail des enfants et égalité-discrimination. 4 grands thèmes auxquels sont rattachées des normes internationales du travail. La volonté de l'OIT, c'est de promouvoir prioritairement ces normes-là. Le bilan, il est magistral. Plus de 90% de taux de ratification, sauf dans le domaine de la liberté syndicale, mais ça s'explique, parce que c'est un sujet très clivant. Donc là, il y a une vraie réussite dans la promotion des instruments associés à ces droits fondamentaux au travail. L'agenda du travail décent en 2001, j'en reparlerai dans une seconde, a élargi un petit peu le spectre des droits fondamentaux au travail et a permis d'intégrer les questions de protection sociale à cette notion de droits fondamentaux au travail. Ça a donné lieu à tout un tas de rapports dans les années 2010 qui perçoivent la question de la protection sociale en tant que droit de l'homme au travail et organisent une promotion aussi des instruments de l'OIT autour de ça. Depuis la déclaration de 2019 dont j'ai parlé il y a une seconde, c'est la question du droit de la sécurité et de la santé au travail. Peut-on le qualifier de droit fondamental au travail du point de vue des normes de l'OIT? C'est pas passé en 2019, mais il y a toujours un travail qui est mené là-dessus, et la conférence internationale en juin 2022 va revenir sur ce point.
Deuxième évolution que l'on constate, c'est la volonté de trier. 400 normes, c'est trop. Il faut éliminer les vieilles normes. Et donc, depuis 2010, on a mis en place un mécanisme d'examen des normes pour essayer un peu de diminuer ce volume de normes. Un auteur avait écrit dans les années 80 que l'OIT était malade de ces normes. Il y avait beaucoup trop d'instruments. L'objectif, c'est de les réduire à travers ce mécanisme d'examen des normes. Alors, il y avait eu des précédents. Ça marche relativement bien. Il y a eu plusieurs abrogations, plusieurs instruments qui ont été retirés. Troisième tendance que l'on constate, c'est l'adoption d'instruments cohérents qui prennent en compte les nouvelles formes de travail. Alors, à travers nouvelles formes de travail, ce n'est pas forcément la plateformisation auquel vous faisiez référence tout à l'heure, c'est plutôt les nouvelles formes de travail, entre guillemets, c'est-à-dire nouvelles formes de travail pour l'OIT, celles qu'elle découvre en permanence, notamment dans les pays en développement. Et vous avez eu comme ça tout un tas de conventions et de recommandations qui s'intéressent au travail domestique, au VIH, au socle de protection sociale dans les États en développement, à l'économie informelle. Le thème à la mode, là, c'est les coopératives, parce que ça va être le gros des négociations au sein de la conférence internationale du travail en juin 2022, avec la perspective peut-être dans 2 ans d'avoir une norme sur les coopératives comme modèle, un peu modèle d'organisation du travail futur. Donc, adopter de nouvelles normes qui sont des normes qui promeuvent des politiques de développement dans ces nouveaux États qui sont les États du Sud principalement. Évidemment, ça change le contenu, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de parler dans les conventions internationales du travail de durée du travail, de rémunération. Les questions dures, conditions d'emploi, conditions de travail, clairement, elles sont éclipsées ou elles sont traitées de manière absolument générale, laissant à chaque État ensuite le soin de les traduire en fonction de sa réalité. Donc, l'écriture des normes a évolué dans cette période-là. Donc, c'est beaucoup plus difficile de s'accorder sur des standards communs en matière de durée du travail. L'une des questions qu'on peut se poser dans l'avenir, c'est la prise en compte de l'environnement. Des questions environnementales dans les normes internationales du travail. Il y a beaucoup de réunions sur ces questions-là, mais pour l'instant, d'un point de vue normatif, ça ne se traduit pas. Quatrième évolution importante, c'est cette référence au contexte multilatéral, et ça va me donner l'occasion de parler de questions maritimes une toute petite seconde. Voilà, les instruments de l'OIT tendent à être pensés plus uniquement dans le building de l'OIT à Genève, mais en lien avec d'autres organisations internationales. Et la convention qui l'incarne le plus, c'est la Convention du travail maritime de 2006, parce que c'est un instrument, il faut saluer le courage de l'ancienne directrice du département des normes de l'OIT, Cléopatra Dunga-Henry, par rapport à cela. C'est un instrument qui a été conçu à la fois par l'OIT, mais par une autre organisation aussi, qui est l'Organisation maritime internationale. Et elle a été pensée pour être appliquée aux côtés d'autres normes internationales qui traitent de sécurité maritime. Des normes qui ont été adoptées à l'occasion des grands naufrages que l'on a connus, des grandes catastrophes maritimes. Eh bien, l'Organisation maritime internationale a créé des instruments de sécurité maritime qui sont universellement appliqués et contrôlés. Eh bien, l'OIT a créé sa convention pour se nicher dans cela, s'encastrer dans l'acquis de l'OMI et être appliqué, contrôlé à travers les mécanismes de l'OMI. Et le bilan aujourd'hui, c'est que plus de 90% de la jauge brute mondiale en matière de transport maritime est sous convention du travail maritime. C'est une véritable réussite. Mais ça veut dire que l'OIT a dû apprendre à travailler avec une autre organisation internationale, ce qu'elle avait très peu l'occasion de faire de manière aussi étroite avant. Dernier élément, si j'ai 2 minutes, l'attention contemporaine, l'attention très actuelle, c'est la question du contrôle. Je vais passer sur le problème de la promotion des normes, mais c'est la question du contrôle. Du point de vue de l'OIT, il y a 2 grands enjeux en matière de contrôle. L'Organisation internationale du travail a un mécanisme de contrôle de l'application des normes, principalement fondé sur des rapports que les États lui adressent par cycle, tous les 6 ans, sur la manière dont les conventions internationales sont appliquées au niveau national. Et on a une commission d'experts qui examine ces rapports et qui publie des commentaires. Il y a en parallèle la possibilité d'émettre pour les organisations syndicales, les États, des réclamations, des plaintes sur des problématiques particulières. À côté de cela, il y a un deuxième mécanisme qui permet de mettre en œuvre les normes internationales, c'est leur invocation directe lors de litiges devant les juges nationaux. Et la la tendance actuelle, c'est de dire que le deuxième mécanisme, donc c'est le 3e point sur ma diapositive, est plus efficace que le premier. Et sans doute le mécanisme d'avenir.
Pourquoi? D'abord parce que le mécanisme de contrôle régulier au sein de l'OIT, il a connu des contestations très fortes. Il a été fortement remis en cause, à la suite notamment des affaires Viking Line et Laval sur le droit de grève. Ça a créé une crise au sein de l'OIT, et on va dire que le mot grève au sein de l'OIT, c'est difficile de le prononcer. C'est devenu un mot un peu tabou. Ce mécanisme est aussi remis en cause. J'ai mis CLS, c'est le Comité de la liberté syndicale, donc qui met en œuvre et qui surveille l'application des conventions syndicales. Il est remis en cause par les États d'Amérique latine et du Sud, qui sont réunis au sein du BRULAC, qui est le groupement de ces États-là. Il est remis en cause parce que souvent, ce sont ces États qui sont ciblés en termes de problèmes du point de vue de la liberté syndicale et pas d'autres. Et donc, là aussi, il y a une contestation très très forte du système de contrôle de l'OIT par rapport à cela. Mais plus que cela, le problème, c'est la lenteur. C'est la lenteur de ce dispositif de contrôle sur rapport. Deux exemples. Les organisations syndicales françaises se sont adressées à l'OIT concernant les lois Macron, loi travail, ordonnance Macron, concernant les problèmes de barème, concernant la réforme notamment de la représentation du personnel. Il y a eu des réclamations d'adressés. Tout le monde s'est exprimé. Les juridictions nationales se sont exprimées. Les juridictions européennes se sont exprimées. Et au niveau de l'OIT, le système de contrôle patine à s'exprimer. Ça arrivera un jour, mais ça arrivera après tout le monde. Après tout le monde. Quelle est la force de l'OIT par rapport à cela? Quand on s'exprime en dernier, alors que les problèmes ont été refroidis très largement dans le débat social. Deuxième exemple, on est en pleine période de Covid, de pandémie, de nombreux États ont adopté des lois d'exception pour faire face à la pandémie. Examiner l'application des normes internationales, c'est aussi l'examiner au regard de ces lois d'exception. Savoir dans quelle mesure elles remettent en cause l'application des normes internationales. Sauf que ce qu'on constate, c'est que c'est très très dur à faire en pratique, et j'en parle en ayant vraiment un lien avec cela. Moi, c'est mon travail concret actuellement, de préparer des commentaires. C'est très très difficile à faire de prendre en compte ces mesures d'exception parce qu'elles sont très nombreuses, très difficiles à lire, très difficiles à évaluer, et résultat, on a des commentaires publiés qui, dans la période actuelle, ne parlent même pas de Covid. Ce qui quand même rend l'organisation peu légitime de ce point de vue-là, la décrédibilise. Et donc, on voit bien que ce problème du mécanisme de contrôle régulier, il n'est pas solvé, c'est-à-dire c'est beaucoup trop lent. Un message d'espoir dans la période de la Covid, le mécanisme des interventions d'urgence. Ça, c'est un mécanisme issu du monde de la liberté syndicale, lorsque des syndicalistes étaient emprisonnés dans certains pays. Le Bureau international du travail, qui est le secrétariat de l'OIT, intervient auprès des gouvernements pour demander la libération, publie des informations, fait pression diplomatiquement. Au départ, c'était limité à la liberté syndicale. Aujourd'hui, l'OIT tend à développer ça dans d'autres domaines. Avoir une logique de réactivité sur des problèmes de cas individuels, de violation de droits. Voilà. La condition, c'est qu'il faut une violation des droits, donc il faut une violation d'une norme internationale du travail. Il y a un lien avec les normes internationales du travail. Concernant la place du juge dans la mise en œuvre des normes internationales, l'invocabilité, alors ça, c'est des choses qu'on fait dans les instituts du travail, dans les formations prud'homales. On travaille avec les conseillers prud'hommes pour leur expliquer comment nous, on perçoit cette question si quelqu'un plaide devant eux sur la base d'une convention internationale, comment ils peuvent réagir, comment ils peuvent s'en saisir. Ce qui est clair, c'est que dans les États du Nord, ça marche. Il y a un contentieux du travail, il y a des juges, et les normes sont soumises à ces juges qui rendent des décisions. Le problème dans les États du Sud, c'est qu'on a beaucoup moins de décisions de justice dans le domaine du travail. C'est d'autres formes de régulation qui sont mises en place. Et donc cette deuxième forme de mise en œuvre des normes internationales du travail a beaucoup moins d'impact sur toute une partie de la planète. Donc là-dessus, clairement, il y a un décrochage. On voit bien qu'il y a une justice du travail très organisée dans un certain nombre d'États, et dans d'autres États, on tend à des formes de régulation différentes. Et là, encore une fois, régulation différente, la question c'est comment prendre en compte les normes internationales du travail dans ces formes de régulation et complètement qui peuvent être très informelles. Voilà. Donc voilà quelques éléments d'évolution sur lesquels je voulais attirer votre attention. Merci. Merci, bonjour à tous. Merci à l'ISTO de m'avoir invité à nouveau. J'ai quelquefois participé à ces travaux
je n'en rajouterai pas sur la grandeur de cette institution dont on fête aujourd'hui des 40 ans. Je vais m'inscrire donc dans la course vers les 10 minutes. Un peu plus de succès que mes prédécesseurs, mais je ne parie rien. Alors, donc, je dois en plus traiter un sujet qui est quand même assez vaste sur 40 ans, qui est un peu les transformations, la dynamique de l'action collective. Alors, on peut l'appréhender à travers trois types de déclinaisons. La substance, c'est-à-dire les revendications, les objectifs, ce qui est au cœur des mobilisations collectives, les moyens, la négociation, la grève, la manifestation, les grands standards du répertoire historique de l'action collective des organisations de travailleurs, et enfin les acteurs, les organisations syndicales, mais pas que, il y a aussi d'autres acteurs au cours de cette période. Alors il faudrait introduire dans l'analyse bien des événements, des éléments du grand tout social et économique, parce que ça a une influence sur les représentations et sur les rapports de force, mais à l'impossible des tenues, dans ce temps-là, je manquerai et de temps et de compétences pour traiter le tout, mais je vais juste rappeler donc quelques éléments déclinés selon ces trois chapitres. Alors d'abord sur la substance des mouvements sociaux, je dirais très vite, on sait qu'il y a une grande rupture dans les années 80, il y a la période conquérante, proactive des années 68, vous voyez que les historiens en qualifient les années 68 comme démarrant un peu avant 68 et en gros ayant une dynamique qui va jusqu'aux années 76-78. Donc ce sont des années conquérantes, les mouvements sociaux luttent pour des améliorations et c'est une période qui portera ses fruits encore au début des années 80 avec le changement politique dont il a été fait état en début de séance. Mais globalement, après cette période-là, on rentre dans une période qui est plutôt défensive. Ça commence à la fin des années 70 dans les luttes d'entreprise, contre les réductions d'emploi, contre les crises sectorielles comme celle de la sidérurgie, où on rentre dans des atmosphères plus défensives du mouvement social. Plus tard, ça sera défensif contre des éléments centraux de l'État social qui vont commencer à être remis en cause, perçus comme tels, comme les retraites, par exemple, qui est un thème récurrent des grandes mobilisations qu'on a connues au cours des années les plus récentes. Et enfin, plus proche de nous, une montée des mobilisations contre les transformations des règles sociales. Loi El Khomri, on a évoqué la loi travail, les ordonnances Macron, des mobilisations qui se sont enrichies autour de ces thèmes-là. Et enfin, il faut parler aussi des mouvements sociaux dont on a aujourd'hui un développement assez spectaculaire, qui sont les mobilisations autour des questions du climat ou des violences faites aux femmes, un peu un renouveau des mobilisations féministes contre la violence, le sexisme et les discriminations. Et là, on retrouve des conflits, en l'occurrence, plus proactifs, c'est-à-dire qui interpellent l'espace public et qui visent à imposer aussi des mesures à l'agenda gouvernemental. Mais je vais assez vite, tout ça est assez connu. Alors après, la substance, donc les formes, les moyens, la négociation, grève, manifestation, etc. Alors, la négociation collective a connu d'assez grandes transformations au cours de ces 40 années. Je ne vais pas beaucoup développer ça parce que ça sera fait d'abord dans des tables rondes de la suite de ce colloque. Et puis en plus, il faudrait introduire la nuance que le peu de temps ne permet pas toujours d'introduire. Si on s'en tient aux grands accords nationaux interprofessionnels, au cours de cette période, ils ont connu des allers-retours avec des périodes relativement intenses. L'exemple étant évidemment juin 68, le protocole de Grenelle qui va inspirer derrière la reconnaissance d'un certain nombre de droits nouveaux. Les mesures prises en 82 ne sont pas produites par ces accords interprofessionnels, mais on va avoir une alternance d'accords interprofessionnels qui soit initient des politiques publiques à venir, soit les déclinent, avec des périodes aussi importantes où il ne se passe pas grand-chose. Donc on a toujours cette situation où on ne sait pas très bien quel est le statut de ces grands accords interprofessionnels. Enfin, on le sait, mais ça se succède sans avoir toujours une grande cohérence. Par exemple, on a le grand moment de la refondation sociale
où il y a eu beaucoup d'accords interprofessionnels, 9, je crois, en 1 an et demi, mais dont on voit bien que la régulation sociale n'était pas la seule dimension sous-jacente. Elle a été lancée par Ernest-Antoine Seilliere après sa captation de l'organisation patronale, sa transformation en mouvement des entreprises de France, après l'adoption de la loi, première loi Aubry sur la réduction de la durée du travail, la réduction de la durée légale du travail à 35 heures, et on voit bien que derrière cet arsenal de règles d'échange au niveau interprofessionnel, il y avait aussi une volonté de gêner le gouvernement de cohabitation de Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Et d'ailleurs, les grands accords interprofessionnels, aussitôt après le changement politique, vont retrouver une dimension beaucoup plus modeste. Alors, il y a eu une tentative un peu de donner un statut, au fond, à ces années, après l'initiative malheureuse du CPE en 2006, qui avait mis le feu à tout le pays. Il y a eu une loi, celle dite Larcher de janvier 2007, qui a essayé un petit peu de discipliner la frénésie législative unilatérale du gouvernement en créant une sorte de saisine obligatoire des interlocuteurs sociaux, du moins si ceux-ci le souhaitaient, avant toute élaboration de loi ayant à voir avec le travail. Alors, elle a été mise en œuvre à quelques reprises, notamment l'année suivante, pour modifier les critères de représentativité des syndicats et les règles de validation des accords sociaux, mais enfin, elle n'a guère survécu à la suite des événements. Aujourd'hui, c'est presque incongru d'ailleurs de la rappeler, l'unilatéralisme gouvernemental a quand même repris du poil de la bête après cette période où il était convenu que une concertation, voire des accords préalables, était préférable à des règles pas toujours très adaptées. Alors, les autres niveaux de la négociation collective ont connu le grand mouvement tectonique. Le thème de la flexibilité qui a émergé dans les années 90 a été un des éléments qui a assuré l'essor de la négociation obligatoire dans l'entreprise, qui avait été instaurée, comme on l'a vu tout à l'heure par son auteur même, Jean Auroux. Donc, la dynamique au cours des années 80 est tout de même de faible ampleur, mais elle va acquérir un premier palier de croissance avec le thème de la flexibilité, c'est-à-dire en gros le moment où le patronat se saisit, qui était réticent, ça a été dit, devant cette négociation annuelle obligatoire, mais elle va être finalement saisie dans les années 90 aussi par l'interlocuteur patronal et va stimuler un premier palier, puisqu'il y avait en gros 6 000 accords par an en moyenne dans les années 80, on va passer à 13 000 dans les années 90, et évidemment le vrai palier de croissance c'est la loi Aubry de 98, la réduction de la durée du travail négociée, qui va faire exploser le compteur, puisque donc, en moyenne on va passer à 30-35 000 accords par an, et on va rester quand même très haut. Après cette période-là, au passage, la négociation annuelle obligatoire s'est enrichie de quelques thèmes pour atteindre 8 thèmes obligatoires, extrêmement chronophages, pour tous d'ailleurs, que ce soit côté syndical, côté représentant des travailleurs ou des directions, et qui a amené à une certaine rationalisation entre 2012 et 2014. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur la négociation d'entreprise, je crois que ça va être traité dans la suite et il faudrait du temps et de la nuance, mais je ferai simplement 2 remarques. La première rejoint ce qu'a dit Mme Descalques tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire qu'au-delà de l'affichage des chiffres, il est tout de même intéressant, et finalement ça a été assez peu fait, d'aller voir les contenus, qu'est-ce qui s'échange réellement dans ces négociations dites d'entreprise. Et la deuxième question, et là elle est plus problématique me semble-t-il, c'est que finalement, on a cherché à concentrer, voir d'ailleurs dans quelle mesure le fameux équilibre branche-entreprise, comment il fonctionne aujourd'hui, mais ça sera repris plus longuement dans les tables rondes suivantes. Mais en tout cas, la négociation d'entreprise arrive à un moment paradoxal où l'entreprise elle-même commence à être une entité de plus en plus fuyante. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on parle de l'entreprise comme si c'était une institution historique. Or, l'entreprise, elle change. Elle avait déjà changé. L'entreprise moderne, elle naît au début du XXe siècle. Et à la fin du XXe siècle, elle a déjà très nettement entamé une transformation, c'est-à-dire qu'elle devient un espace beaucoup plus fluide où s'interconnectent des nœuds de contrats commerciaux, une précarité généralisée, une sous-traitance du travail ouvrier assez massive, de l'externalisation à tout crin, y compris sur des fonctions
cardinale ou réputée telle de l'entreprise. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien à quoi on a affaire avec cette négociation d'entreprise, puisque dans de nombreux cas, les représentants des travailleurs n'y défendent une minorité du personnel qui œuvre sur les sites. Et ça, je pense que qui représente quoi dans la négociation ne peut pas laisser tout à fait indifférent pour en juger. Je n'en dis pas plus, parce qu'il faudrait rentrer dans des subtilités, mais je pense que ça animera quelques tables rondes dans la suite de ce colloque. Donc j'en reste là sur la question de la négociation, qui est évidemment une question très importante dans l'appréciation du mouvement social, pour prendre une expression un peu générale. L'activité gréviste, là aussi la chose est connue, elle a décliné brutalement au cours des années 80, mais s'inscrivant par là dans une tendance internationale, le BIT l'a souvent montré. Elle s'est d'abord concentrée sur des mouvements d'entreprise, beaucoup moins de conflits dits généralisés. D'ailleurs, le ministère du Travail a interrompu cette catégorie de conflits généralisés à travers lesquels elle segmentait la conflictualité au cours des années antérieures. Il n'y a plus beaucoup de conflits généralisés, on est plus dans des conflits d'entreprise, défensifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les privatisations massives qui ont commencé à affecter l'appareil économique à partir du milieu des années 80 a évidemment modifié le profil conflictuel d'un grand nombre d'entreprises qui ont été dans la sphère publique pendant assez longtemps, des entreprises comme Air France, ou des télécommunications, etc., qui sont devenues des entreprises privées ou mixtes, etc., la banque, les assurances, des grands secteurs qui étaient publics et qui étaient parfois des grands foyers d'action collective, ont adopté finalement au cours des années suivantes, c'était peut-être aussi un peu fait pour ça, un profil qui correspondait plus à celui des grandes entreprises privées qu'à des services publics classiques, et bien évidemment, ça a contribué à réduire un peu la conflictualité globale telle qu'elle est appréhendée par les pratiques grévistes, etc. Donc les grèves sont devenues moins nombreuses, défensives, à l'exception, bien évidemment, il y en a toujours de grands secteurs comme les transports en général, et la SNCF en particulier, qui est resté, et qui est encore d'ailleurs un des hauts lieux qui concentre une bonne part de la conflictualité sociale. Mais ce qui a marqué la période, c'est plutôt les grands moments, enfin moi j'appelle ça les grands moments manifestants, qui ont émaillé quand même l'actualité sociale, principalement à partir de 95, la grande grève de novembre-décembre 95, jusqu'aux années, moi je cite plutôt ce grand cycle jusqu'en 2010, parce que je pense que là on a des mouvements d'une très grande intensité, alors qui se continuent par la suite avec les mobilisations contre la loi El Khomri en 2016 et contre les ordonnances, et à nouveau contre les retraites en 2019. Donc, où on va reprendre cette formule de la manifestation à répétition, mais je pense que l'acmé du mouvement, c'est 2010. Hein, c'est là qu'on a les manifestations les plus importantes. Mais au fond, c'est un peu un nouveau dispositif du répertoire d'action collective qu'on peut ramener qu'on peut décrire à travers trois caractéristiques. La première, c'est que l'objet de ces mouvements est de s'opposer de manière massive à des réformes d'initiatives gouvernementales dans plusieurs domaines qui touchent au cœur de la relation salariale, les règles d'emploi, les retraites, etc. Enfin, le cœur de ce que les journalistes aiment bien appeler le pacte social fondamental, donc des éléments durs de la dynamique de l'État social, pour reprendre cette formule. Je n'aime pas la formule d'État-providence, comme la plupart d'entre eux, puisque la providence n'a quand même pas grand-chose à voir là-dedans. Alors, donc, la première caractéristique, c'est donc ce caractère d'être une réponse, de se vouloir comme une réponse à ce qui est des attaques d'importance contre des pans importants de l'État social. Deuxième caractéristique, la manifestation, ça, c'est pas nouveau. La manifestation dans l'arsenal, dans ce qu'on appelle le répertoire d'action collective, est aussi vieille que le mouvement ouvrier, bien évidemment. Mais là, elle n'est plus appréhendée dans son unité, mais dans une perspective sérielle. C'est-à-dire que c'est une séquence manifestante. C'est plus une manifestation, c'est une séquence manifestante. Les manifestations sont appelées à cadence très rapprochée, et ça permet, disent les organisateurs, mais on le constate quand on s'y penche un peu, que ça permet de brasser des parties importantes des travailleurs, des salariés, des travailleurs. Je préfère utiliser ce terme puisqu'on va bien au-delà aujourd'hui des salariés.
qui ne participent pas nécessairement à toutes les manifestations, mais à un moment donné apporteront leur contribution à ce mouvement, ce qui fait qu'on est dans une manifestation à la fois étirée, mais aussi augmentée dans la possibilité de mobilisation. Et enfin, le troisième trait qui me paraît le plus important, et j'insiste dessus parce qu'il est assez peu relevé en général, c'est la combinaison entre grève et manifestation est fortement évolutive au cours de la période. En 1995, on a un mouvement avec des manifestations auxquelles la participation est croissante, mais cette croissance est corrélée à l'extension de la grève. Il y a de nombreuses grèves, alors, principalement dans les services publics, évidemment, mais on a là une corrélation relativement étroite entre dynamique gréviste et dynamique manifestante. Ce lien-là va s'estomper progressivement au cours des mouvements suivants. En 2003, il y a deux mouvements en un. En 2003, il y a la grève effectivement longue de l'éducation nationale, mais le reste commence à voir se déployer des participations aux manifestations qui sont déliées de la grève. Et il faut reconnaître que les RTT introduites par la loi, on va avoir du temps maintenant qui sera plus du temps de congé supplémentaire, mais dans les négociations, on va dégager dans beaucoup d'entreprises et l'administration la notion de journée RTT ou d'heures RTT qui vont être bien commodes pour participer aux manifestations sans faire grève. Et le phénomène va s'amplifier. Les grèves les plus importantes, je l'ai dit, les manifestations les plus importantes, c'est 2010, le mouvement contre la réforme des retraites, et qui va, vraiment, il y a des manifestations partout, les petites îles bretonnes, il y a 20 personnes qui manifestent, il y a 100 habitants, c'est un mouvement qui va très profond dans la population avec un débat, une période que je dirais démocratique intense parce que les gens s'occupent des questions qui les concernent massivement, donc une participation aux manifestations extrêmement importante, mais avec un fondement gréviste très faible. C'est remarqué, mais assez peu. Et d'ailleurs, en fin de conflit, ça pose un problème, puisque les syndicats vont essayer, malgré tout, de bloquer la production, les raffineries, etc. Ça ne va pas toujours très bien marcher, mais on sent bien, le mouvement, la dynamique du mouvement sent bien qu'à un moment donné, son efficacité va buter sur la question de la grève. Et évidemment, les mobilisations sont extrêmement spectaculaires, mais d'une part, elles ne gênent pas le patronat, puisqu'elles n'interrompent pas le flux de la production ou des services, et les pouvoirs publics, finalement, ont appris à faire le gros dos, attendant que ça se passe, et ce qui, évidemment, engendre un peu de découragement, pose la question de l'efficacité de ces mouvements, et explique sans doute un relatif essoufflement. Enfin, dernier point, les acteurs de l'action collective. Alors, bon, évidemment, dans cette période, c'est trop facile, je ne vais pas m'y attarder, c'est un séisme qui a affecté le mouvement syndical français en une dizaine d'années, entre 79 et la fin des années 80, 78, la désyndicalisation commence un petit peu avant, mais enfin, les grandes ruptures, c'est 79, 80, et comme l'a rappelé Jean Auroux, malgré les efforts du gouvernement de la gauche, stimulant le dialogue social, ça n'a pas apporté beaucoup de renfort au mouvement syndical, bien au contraire. Alors, il faut rappeler que c'est une tendance internationale qui commence dans les années 80, mais ce qui est très frappant en France, c'est la brutalité du mouvement, c'est-à-dire que c'est un désengagement, d'abord des ouvriers, de l'engagement syndical, puis des autres catégories par la suite, notamment des fonctionnaires d'ailleurs, qui vont arriver au fil des années 80. La CGT perd 70% de ses adhérents, la CFDT 50%, en quoi 10-12 ans. Et c'est cette radicalité, au fond, qui est ce qu'un collègue a appelé le cauchemar des années 80, pour le mouvement syndical qui a peiné à reconstituer ses forces, si tant est qu'il soit parvenu. Donc, on parle beaucoup dans ces années-là, les chercheurs, de crise du syndicalisme. On a beaucoup écrit les uns les autres sur cette question. Le problème, c'est qu'au bout d'une trentaine d'années, le paradigme de la crise commence à être un tout petit peu moins pertinent. Et le constat qu'on a est plutôt une situation durable, un peu structurelle, d'asyndicalisation d'une assez large partie du monde du travail, alors hors fonction publique et services publics, où des forces organisées ont été préservées, mais avec là aussi un peu
un peu de déclin tout de même. Alors les élections sociales qui servent maintenant d'indicateur de la présence et du soutien aux syndicats montrent une érosion continue, que je ne détaille pas, mais qui montre, quelques sondages aussi à la pluie, que l'assise des syndicats dans la société s'est pas mal érodée au cours de toute cette séquence. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement une désyndicalisation des questions sociales. Les syndicats continuent à jouer un rôle de médiation de la demande sociale, mais leur capacité à représenter au sens fort et de manière dynamique un monde du travail en pleine transformation a certainement faibli au cours de cette période, et je reste là dans l'euphémisme. Alors cette place perdue, est-ce qu'elle a libéré à d'autres entrepreneurs de mobilisation un peu d'espace? Alors à la fin des années 80, si ceux qui peuvent s'en souvenir, qui sont assez âgés pour avoir des souvenirs de cette période, on a vu les grèves de conducteurs à la SNCF, il y avait cette des canons jaunes à la Poste, il y a eu des mouvements aussi répétés des infirmières qui avaient mis à jour de nouvelles formes d'organisation qu'on appelait les coordinations. Alors elles se sont un peu effacées par la suite, les syndicats retrouvant, même affaiblis, leur rôle assez classique dans les conflits. Aujourd'hui, sous d'autres formes, il existe quand même aussi de nombreuses mobilisations qui empruntent d'autres chemins que ceux de l'encadrement syndical. Il y a de nombreuses manifestations, mobilisations sectorielles qui débordent largement le mouvement syndical. Je pense par exemple au secteur de la santé, qui depuis l'adoption de la loi HPST en 2008 ne cesse la loi de Madame Bachelot, qui a modifié pas mal les conditions de fonctionnement de l'hôpital public. Alors les syndicats ne sont pas étrangers évidemment à ces mouvements, ils sont dedans, mais ils sont dedans comme une partie constitutive et pas nécessairement comme un élément très structurant. On y voit beaucoup de coordination professionnelle, les médecins hospitaliers, les urgentistes, des collectifs de toutes sortes, qui sont autant de pièces finalement d'un puzzle qui s'ordonne peu à peu au fil des conflits. Alors ça existe, mais il ne faut pas en exagérer l'importance non plus. Dans la plupart des mobilisations de ces dernières années, les syndicats ont continué à être l'élément structurant, du moins dans les mobilisations directement ancrées sur le monde du travail. Quand on regarde les mobilisations qui portent aujourd'hui, par exemple, sur le climat ou l'environnement, ou encore les mouvements féministes, il y avait une manifestation dimanche ou samedi, je ne sais plus, cette semaine, que j'ai vu passer d'ailleurs à côté de chez moi, qui était assez dynamique, nombreux et nombreux, quelques hommes, enfin c'était une manifestation, avec beaucoup de femmes et de jeunes femmes notamment. Alors, les syndicats ne sont pas étrangers à ces questions-là, qui les bousculent d'ailleurs un petit peu, et pas qu'un petit peu, mais elles mobilisent bien davantage les jeunes, en particulier, je dis, les jeunes femmes, qui sont des catégories qui sont un petit peu l'angle mort du mouvement syndical aujourd'hui. Un petit peu, il ne faut pas radicaliser, il y a quelques jeunes dans les syndicats, mais comme il y a peu de monde, on les voit. Enfin, globalement, on sent bien que la dynamique de ces mouvements-là n'a pas encore investi totalement le mouvement syndical. Alors, est-ce qu'il y aurait une certaine audace à prétendre que tout ceci est radicalement nouveau? Après tout, la thématique des nouveaux mouvements sociaux, elle apparaît dans les années 70 à l'initiative de Touraine et de son école, donc on n'est pas dans du radicalement nouveau. Et puis après tout, les mobilisations, même 68, tout le monde n'a pas compris, même dans le mouvement syndical, ce qui se passait avec cette classe ouvrière qu'on nous disait assagie par la société de consommation, etc., et puis qui tout d'un coup se lance dans une grève générale qui n'obéit pas toujours à des mots d'ordre syndicaux, et à l'époque il n'y avait ni internet ni portable, donc il faut toujours, le mouvement social en France, même s'il est très souvent encadré en France, il y a toujours une part de vie propre qui échappe un peu soit dans son déclenchement, soit dans son déroulement aux forces dites organisées dont la responsabilité historique est en principe de les encadrer. Alors, je suis déjà arrivé au bout de mon temps, mais j'entrevois mal de ne pas évoquer les gilets jaunes à la fin d'une intervention qui parle des mobilisations collectives. Je crois qu'on ne me le pardonnerait pas. Alors, je ne vais pas en dire grand-chose parce qu'il faudrait du temps. C'est un mouvement assez riche de signification. Donc, juste par rapport aux syndicats et aux syndicalistes, c'est un mouvement qui leur a évidemment
posé quelques questions. Ils ont vu surgir ce mouvement sans trop le comprendre, enfin au moins au début, et ils n'ont pas été les seuls, hein, bien évidemment. Alors on a vu quand même même si les syndicats sont restés, en tant qu'institution, restés un peu prudemment à l'extérieur du mouvement, par contre, de nombreux syndicalistes ont pris le chemin des ronds-points et sont allés un peu voir ce qui s'est passé. Je n'ai pas l'ambition de faire la synthèse de leurs remarques, mais bon, les discussions ici ou là, et ce qu'on peut en entendre montre qu'ils ont effectivement découvert des gens qu'ils ne connaissaient pas. Alors certains, ils auraient pu les connaître. Il y avait des aides-soignantes, il y avait des aides à domicile, il y avait des employés de la grande distribution, etc. Mais enfin, ils ne les connaissaient pas parce que ce sont des lieux qui sont assez éloignés de l'implantation des syndicats. Et puis, il y a tous ceux qu'ils ne risquaient pas de connaître. Bon, parfois les demandeurs d'emploi, il y a eu beaucoup de chômeurs de longue durée sur ces ronds-points, ou les indépendants, évidemment, qui ont été un peu le cœur battant de ces mobilisations, qui eux sont structurellement éloignés de la représentation assurée par les syndicats. Alors, est-ce que c'est une alerte pour eux? Est-ce que finalement, ce mouvement-là signe un peu la fin de leur monopole sur l'action collective? Est-ce que ça les ringardise? Est-ce que c'est la preuve par neuf de la perte de leur centralité dans les mobilisations? Bon, j'en suis pas si sûr, mais après tout, pour l'instant, j'en suis qu'à des notions aussi faibles que celles-là. Ce mouvement dit des choses sur la fabrication des inégalités dans la société, les effets de certaines politiques publiques qui ne sont pas toujours mesurés, mais il est difficile de le donner en modèle alternatif du fait même que les Gilets jaunes ont toujours refusé eux-mêmes de se donner une forme de représentation collective, et donc, même s'il dit beaucoup de choses, évidemment, il y a une interpellation pour les antisystèmes, qui sont quand même une dimension forte de ce mouvement, dans ses formes et dans son contenu. Pour eux, le syndicalisme fait partie du système. Et effectivement, il y a une interpellation sur l'hyper-institutionnalisation, malgré tout, du syndicalisme. Et je pense que peut-être ça va avoir des effets. Je ne suis pas sûr que dans la longue durée, ça ruine à peu près tous les espoirs qu'on pourrait prendre dans un redressement syndical en France. Alors au total, si on prend en compte l'ensemble de la période sur laquelle on est invité à réfléchir aujourd'hui, on ne peut évidemment que souligner les transformations, des modalités, des contenus des mobilisations collectives. Ces acteurs traditionnels en sortent un peu affaiblis, mais ils sont toujours là, avec quelques gros enjeux à la clé. Ils intéressent peu les nouvelles générations, je l'ai dit, c'est quand même un enjeu de renouvellement, et ils sont assez peu adaptés aux nouvelles configurations syndicales qui passent quand même par la question de la précarité, des plateformes, etc., même si ils ne restent pas inertes face à ça, bien entendu. La question de leur capacité de rebond peut évidemment être interrogée, mais ça sera pour une autre fois. Merci de votre attention. Très bien, merci beaucoup. Il nous reste 5 petites minutes pour l'échange avec vous. Pardon, vous m'entendez bien? Alors, il nous reste 5 petites minutes pour un échange avec la salle. N'hésitez pas si vous avez des questions à l'intention des 3 intervenants ici présents. Questions, réactions, observations? Alors, sinon, il y a une question qui a été posée en ligne, donc là par un participant qui s'adresse en particulier à M. Auroux. Et la question est la suivante: comment voyez-vous les 40 prochaines années Je ne suis pas Madame Soleil, qui d'ailleurs n'a pas dû bien préparer son avenir, parce qu'on ne parle plus d'elle. Bon, je dirais simplement que l'avenir, ce n'est pas celui que l'on attend, c'est celui que l'on fait. Et il faut savoir si aujourd'hui, la société dans toutes ses composantes, y compris ce que vient d'être dit, qui est quand même plus complexe qu'à tout autre moment, est capable de se réunir autour d'un projet collectif qui concilie à la fois l'ouverture et l'identité d'une nation. Et j'avoue que dans l'état actuel des choses, il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, que dans les années qui viennent, que va devenir l'Europe, qui a été un processus de paix
Bon, peut-être venu par le marché commun, mais en tout cas, comme disaient mes enfants, bon, moi, on sait qu'on n'aura plus la guerre à faire avec les voisins, parce qu'on a fait ça quand même pendant quelques décennies. Que fait l'Europe? Les Britanniques sont partis, ils n'étaient jamais vraiment entrés. Vous savez, mon dernier dossier, c'était la négociation du tunnel sous la Manche, puisque j'ai pris les responsabilités des transports. Je veux dire qu'il y a eu des grands moments entre Madame Thatcher, un peu épicière, et François Mitterrand, l'homme de culture, c'était particulier. Mais c'est des moments à lui. Bon, donc ils ne sont jamais vraiment rentrés. Côté insulaire, j'avais beau leur expliquer que le continent ne serait plus isolé. J'avoue que j'aurais pu les convaincre, mais on a quand même réussi le projet. Maintenant, on a les pays de l'Est, les nouveaux arrivants, ou arrivés plutôt, qui posent problème. Donc, une des questions, est-ce que l'Europe, avec ses valeurs fondatrices telles qu'elle a été conçue, va garder sa capacité d'initiative et de projet? Moi, je regrette que l'Europe, alors tout à l'heure je parlais de mon mémorial, de mémoire sur l'espace social européen, elle n'est pas portée par des grands projets collectifs. Et ça a été très bien dit, on a fait beaucoup de normes. J'ai travaillé pendant 10 ans à titre bénévole, j'ai présidé un groupe sur les normes et les collectivités locales à l'AFNOR. Je note entre parenthèses qu'à un moment, le débat s'est posé sur l'avenir de la normalisation, non pas sociale de l'OIT, en relation plus technique, avec une tentative de l'Asie, Chine pour commencer, Inde, Japon, en disant écoutez, ces normes sont largement occidentales, les ISO qui sont à Genève, le marché, l'innovation, elle est chez nous. Et pourquoi cette normalisation a gardé un caractère occidental? Donc, on a réussi à l'époque à tenir bon, mais il faut savoir que la tentation existe d'une normalisation qui ne soit pas forcément fondée sur les mêmes principes. Donc on a le problème de l'Europe, on a le problème de la communauté française qui est traversée par des turbulences assez considérables. Aujourd'hui, on le sait, on le voit dans le débat politique, mais moi j'observe qu'aujourd'hui on est une société qui est surtout très matérialiste, qui est individualiste et impatiente. Ce qui donne d'ailleurs aux gouvernants, quels qu'ils soient, des moments assez pénibles à gérer. Bon, alors, donc est-ce qu'on est capable de définir des projets collectifs? Et la vie économique ne nous aide pas. Je disais comment le marché des entreprises fonctionne aujourd'hui. Avec un clic, vous devenez actionnaire majoritaire d'une entreprise et vous occupez peu. D'ailleurs, il y a eu des évolutions législatives que je n'ai pas appréciées lorsque on a dit que quand une entreprise était en difficulté, on n'était pas obligé d'appeler à la solidarité du groupe, y compris internationale. Et quand on avance dans les taxations des GAFA, je veux dire qu'on n'est pas très méchant à 15% quand on y réfléchit. Par rapport à d'autres, bon, ça dit, c'est toujours ça le prix, comme disait l'autre. Donc, on a cette déstabilisation économique, technologique, avec des innovations qui rendent caduques très vite des industries qui étaient, ou des activités qui étaient installées. Donc là, c'est difficile. Et puis alors, pour ajouter le tout, vous mettez, les préoccupations environnementales et climatiques. Ce qui fait que la situation de notre pays, qui est une puissance quand même modeste, notre contribution, si j'ose dire, à la pollution de la planète est bien modeste par rapport à celle de la Chine ou autre chose. Donc c'est triste à dire, ça ne nous oblige pas à ne nous conduit pas à ne rien faire, mais quand même. Mais il y a toute cette dimension-là, et puis la dimension du commerce international qui fait que, est-ce que tout le consumérisme actuel est très lucide
et acceptent d'acheter. J'ai vu qu'un grand groupe textile, et je suis très sensible aux questions du textile parce que c'était une dominante dans ma ville. Hein, c'était notamment le tricotage et donc et le tissage. J'ai vu partir au Maghreb, c'est parti. Puis après c'est parti en Extrême-Orient. Je viens de voir que je ne sais plus qui, c'est une grande entreprise espagnole dans le prêt-à-porter que je ne citerai pas, qui vient d'avoir des problèmes en disant vous arrêtez de faire travailler votre truc pas cher chez les Ouïghours. Et là où je reviens, moi je pense qu'il faut qu'on développe, alors en face de tout cela, soit on est dans une société de compétition, de concurrence avec les dégâts, où on réfléchit à l'économie sociale, solidaire et sociale, du mouvement mutualiste, du mouvement coopératif, etc. Moi j'ai un souvenir, je vais finir là-dessus, mon père avait une petite ferme dans la région lyonnaise, et je me rappelle, j'ai découvert l'économie sociale lorsqu'ils ont décidé de faire une CUMA, coopérative d'utilisation de matériel agricole, pour acheter tracteurs, bateaux, etc., qui étaient nécessaires. Et je me rappelle, aujourd'hui, quand je vois les mots français, les mots anglais et les investissements qui se font, les gens venaient, les paysans venaient avec des gros billets, qui étaient les billets bleus dans les années 40, c'était les grosses billets, dans une boîte à sucre pour faire le capital de la coopérative. Maintenant, on appelle ça le coworking, c'est plus chic, mais c'est plus clic aussi. Mais c'est une démarche. Je crois que si on veut que la société française se défende, enfin retrouve des bases d'unité, de coopération et de compréhension, et puis si on veut que l'Europe aussi, il faut que l'économie sociale soit une des réponses alternatives au système néolibéral qui est vraiment sans complexe actuellement. Donc, je vois des gens que j'en connais, parce que souvent on vient encore me voir, comme disait quelqu'un, y avoir les vieux sages. Alors je dis qu'il y avait sûrement un adjectif de trop, mais pour voir comment on se fait, prenez les Échos, il y a une entreprise qui a 10 personnes qui fait un apport de capital et ça vient dans les 15 jours. Donc il faudrait qu'on ait la même démarche pour le mouvement coopératif, tout ce qui est économie sociale. Il y a eu en 81 un ministre pour l'économie sociale, temps libre, etc. Tout le monde n'a pas bien compris. Je crois qu'on n'a pas, la gauche n'a pas joué ce registre-là, que l'entreprise, elle n'est pas faite forcément sur le profit, elle est faite sur le projet. Alors, ça se fait aujourd'hui, mais c'est encore très, très modeste. Je vois des choses, alors c'est dans les quartiers, dans certains villages, mais je rappelle que des coopératives peuvent être des grandes entreprises. En Espagne, Mondragon, c'est plusieurs milliers de personnes. C'est des grandes entreprises. Et on a une conception de la... Alors, il y a aussi des coopératives. Lactalis, proprement, un enfant de cœur, hein, dans tous les domaines. Mais quand même, je pense qu'il y a des choses. Et puis, faut-il encore que ces grands groupes mutualistes, coopératifs, ne soient pas contaminés par l'esprit néolibéral qui arrive quelquefois où la vertu première se dissipe un peu vite. Voilà. Alors donc, moi, je ne sais pas, sauf que je vous dis, c'est celui qu'on voudra faire, et que chacun s'y mette. D'une certaine manière, ceux qui sont ici sont faits pour réfléchir, sont venus pour réfléchir à cela. C'est le monde du travail, c'est le monde de la science, le monde universitaire, le monde du travail, les organisations syndicales, les partis politiques, où j'espère que ils auront gardé la possibilité. Je sais bien que le général de Gaulle n'était pas fanat, mais il les a quand même gardés, s'en est servi. Qu'ils aient aussi assez de réflexion et de prospective pour proposer, avoir un projet dans lequel une majorité peut se reconnaître. Très bien, merci beaucoup.
Je vous propose que l'on passe tout de suite à la deuxième table ronde. Les conditions de travail, alors. Je remercie encore nos 3 intervenants lors de cette première table. Donc, nous allons passer tout de suite à la deuxième table ronde consacrée à la formation syndicale et nous ferons une pause à l'issue de celle-ci, donc vers 11h45, 11h50.